Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode avec le FC Sud Tyrol. Rappelez-vous, on avait réussi à obtenir notre ascension en Serie A. On va bien sûr faire un point extrêmement important sur le mercato, quels sont les joueurs que j'ai sélectionnés, surtout pour des montants qui sont extrêmement minimes, tant le budget était vraiment très serré. On fera également un point sur la tactique que j'ai mise en place, l'entraînement, et bien sûr pour finir sur les résultats, pour voir si on a réussi à performer, enfin obtenir des résultats plutôt intéressants pour un club promu dans cette très très bonne première division. On va commencer par la partie mercato qui a été extrêmement compliquée, hein. Pour être totalement transparent avec vous, j'ai passé énormément de temps à chercher et à fouiner des joueurs pour plusieurs raisons. La première, c'est l'enveloppe salariale qui était extrêmement faible et c'était difficile pour moi d'aller chercher des joueurs avec un niveau plus important parce que je ne pouvais pas les payer chaque mois le salaire qu'ils souhaitaient. Ensuite, c'est l'enveloppe des transferts, relativement là encore très basse, à moins d'1 million d'euros. J'ai donc favorisé un recrutement de joueurs libres et éventuellement quelques prêts en allant chercher des bonnes opportunités de marché, des joueurs qui vont pouvoir ramener de la qualité au sein de mon effectif. On avait beaucoup de joueurs qui étaient partis, je crois de mémoire entre 15 et 16 qui étaient partis libres. Il a donc fallu reformer quasiment l'intégralité de l'effectif. Alors bien sûr, il y a des joueurs qui sont partis qui n'avaient absolument aucune chance d'être titulaires. Des joueurs qui sont partis qui, eux, par contre, avaient des qualités importantes, mais qui demandaient trop cher en salaire. J'ai donc dû faire un choix, laisser partir des joueurs pour en faire rentrer de nouveau. On se focus tout de suite sur le recrutement de notre première année en Serie A. Ma première recrue du mercato, c'est un joueur slovène avec beaucoup d'expérience. On ne va pas écorcher son nom de famille. On va uniquement l'appeler Domen, ça sera là encore bien suffisant. Il nous vient de Venezia pour 85 000 euros. Au niveau du salaire, 30 000 euros par mois. C'est un joueur que j'ai recruté pour différentes raisons. La première, c'est qu'il a une carte qui est extrêmement complète, avec aussi bien des qualités techniques, mentales et physiques qui sont, à mon avis, assez importantes et largement suffisantes pour viser le maintien en Serie A. D'autre part, c'est un joueur qui est extrêmement complet, qui peut à la fois dépanner en 10 ou éventuellement en numéro 6, ce qui me laisse pas mal d'opportunités de faire évoluer ma tactique. Ensuite, je fais signer l'ancien joueur de Ligue 1 qu'on connaît tous, hein, qui a joué à Rennes, James Leas Siliki. C'est un peu moins fort que Domaine, mais c'est un joueur qui est extrêmement intéressant. Lui aussi est régulier, il aime les gros matchs, il a 29 ans, il va pouvoir amener son expérience dans mon effectif. J'ai vraiment besoin de joueurs qui ont du vécu pour pouvoir gérer les temps un peu plus difficiles et les temps faibles de mon équipe. Et je compte vraiment sur James pour pouvoir insuffler à l'ensemble du groupe une réelle envie positive de s'imposer lors de chaque rencontre. Ensuite, un défenseur central, Christophe Kobal, qui nous vient d'Allemagne. Il a 28 ans, c'est un Autrichien. Lui encore est un joueur intéressant. Il vient de Bundesliga 2, qui a joué quand même quelques matchs lors des saisons précédentes. Donc un joueur qui a quand même, on va dire, en ce moment, une bonne petite dynamique. C'est un joueur qui sera titulaire dans mon équipe parce que je n'ai pas forcément trouvé mieux que lui. 30 000 euros par mois, gratuit. Lui, il va pouvoir jouer en défense centrale. Là encore, joueur régulier. Je n'ai pas fait exprès, mais vraiment, je suis tombé sur des joueurs qui sont plutôt très bons à ce niveau-là. Donc, c'est une très bonne chose d'avoir des joueurs qui ont beaucoup de points positifs. Ensuite, mon joueur préféré, je pense, c'est Cédric Brunner. C'est un joueur suisse, un joueur de côté, un latéral qui a 31 ans déjà, qui va pouvoir amener énormément de mouvements. Un joueur qui est extrêmement mobile sur le terrain, avec un très très gros volume de jeu et une endurance qui est plutôt intéressante. Par contre, on voit qu'il est un petit peu en train de chuter, hein. Son QPN à 11 lui fait déjà mal. Il est en train de perdre énormément de qualité physique. Donc je pense que d'ici la fin de l'année ou l'année suivante, il ne sera clairement plus au niveau. Donc on verra bien. En tout cas, c'est un joueur qui va pouvoir amener du dynamisme et de l'allant sur mon côté droit. Et là, je compte vraiment sur lui pour amener beaucoup de mouvements et de très bonnes actions sur le flanc droit de ma tactique. Ensuite, joueur de Ligue 1 qu'on connaît tous et qu'on aime bien, joueur relativement sympa, Adrien Hunou, qui va pouvoir jouer en tant qu'attaquant de retrait ou attaquant avancé. Je n'ai pas encore vraiment décidé. C'est un joueur sur lequel je mise beaucoup de par son expérience. Il a joué quand même pas mal de saisons, notamment au championnat de France, à Rennes où il avait été très bon. Adrien sera bien sûr un titulaire dans mon équipe. Il aime les gros matchs, il est régulier. C'est un joueur qui est plutôt polyvalent. Il va pouvoir également dépanner en numéro 10 si j'ai un problème au niveau des blessures ou des joueurs suspendus. Donc un joueur extrêmement intéressant qui va pouvoir m'apporter, je pense, différentes possibilités tout au long de cette saison. Ensuite, on va retrouver un joueur islandais
Helgason, joueur qui va pouvoir amener lui de la créativité. Par contre, un joueur qui est très régulier, donc ça veut dire qu'il va pouvoir être bon dans la plupart des matchs. Il a une bonne vision du jeu, des bonnes passes. Voilà, un joueur. Bah, la carte n'est pas folle. En fait, il est bon un peu partout. Il est mauvais quasiment nulle part. Donc, je pense qu'il fera largement le boulot. En tout cas, il a 25 ans. Voilà, on l'a eu gratuitement. Même si on le revend 2 millions, 3 millions, ça fera toujours une belle plus-value au niveau de la bascule financière des transferts. Ensuite, il me fallait un gardien et je suis tombé sur ce petit gars, Léo Casten, 24 ans. Alors lui, j'ai énormément d'amour pour sa carte et je pense qu'il va pouvoir être un gardien qui va nous faire briller. Il a une très belle carte, hein. Franchement, c'est un gardien qui est extrêmement agressif, gardien libéraux qui aime prendre des risques. Il est très bon dans les relances à la main et le jeu rapide. Déjà coté entre 2 millions et 3,2 millions d'euros. Tous les mois, ça coûte pas très cher, 30 000 euros par mois. Donc voilà, j'espère qu'il va vraiment pouvoir s'imposer parce que je compte énormément sur lui pour être bien, le dernier rempart de ma ligne défensive. Ensuite, on se fait prêter un joueur qui vient du Milan pour jouer sur le côté gauche. Il sera dans la rotation avec Simone Davi, un joueur offensif qui va pouvoir débouler côté gauche, centrer, tirer. Plutôt polyvalent également. Je vais même pouvoir le faire jouer en défense centrale. Il est plutôt bon dans le jeu aérien. Donc si j'ai des problèmes, je ne vais pas hésiter à le basculer dans ma défense à 2. Et ensuite, on fait signer également en prêt Michel Marano. C'est un gardien remplaçant. Je n'ai pas trouvé mieux. Il me coûte 2200 euros par mois. Donc franchement, j'espère ne pas le faire jouer parce que ce serait vraiment une catastrophe si demain il était amené à être titulaire pour plusieurs matchs. Et de la partie départ, on a Raphaël Koffler qui part du côté de Com pour 900 000 euros. Franchement, une offre qui arrivait un peu de façon inespérée. J'étais bien content de pouvoir remplir un peu matière lire avec ce départ. Donc franchement, un mercato qui est extrêmement, enfin, je pense, intéressant. Mais est-ce que ça va suffire? On verra bien. Pour chercher des joueurs, j'ai employé plein de méthodes différentes. Mes scouts, bien sûr. Les recherches ciblées avec des filtres manuels que j'ai orientés pour trouver bien, les meilleures opportunités. J'ai également demandé l'aide à mon directeur sportif, mais malheureusement, c'était une véritable très grosse saucisse et il me trouvait que des joueurs qui étaient bidons. J'ai donc fait le choix d'investir dans un nouveau DS pour me permettre d'avoir une vision du jeu plus large avec des joueurs de qualité. On verra si à l'avenir, ça sera intéressant, mais j'ai aucun doute sur la qualité de mon nouveau DS. En ce qui concerne la tactique, j'ai fait le choix de partir sur une tactique axiale. J'ai perdu énormément de joueurs de côté avec les joueurs qui sont partis libres lors de la dernière phase de Mercato et je n'ai pas réussi à trouver des joueurs suffisants et de qualité pour pouvoir évoluer sur les côtés. Je me suis dit qu'après moult recherches, il était maintenant temps de réfléchir sérieusement à une nouvelle tactique et je pars sur un 4-1-2-1-2 diamant axial. Une tactique avec deux latéraux qui vont pouvoir monter et amener bien sûr du danger et de la largeur. Un milieu de terrain défensif pour protéger nos deux centraux qui vont évoluer assez bas au niveau du terrain. Un mezzala pour prendre le demi-espace et apporter, là encore, dans l'axe du jeu, un petit peu de largeur. Un milieu de terrain axial soutien qui va permettre, lui, de faire un jeu propre et clair avec Fabian Tetz qui est finalement resté au club malgré sa mise sur la liste des transferts. Et devant, on va retrouver un trio composé de Casiraghi en numéro 10 qui est vraiment un joueur excellent. Adrien Hunou, lui, va jouer par contre en tant qu'attaquant en retrait attaque. Et à côté de lui, on va retrouver Matteo Rover qui va évoluer dans une position qui n'est pas sa préférentielle, mais dans lequel je mise beaucoup sur lui. Il a des qualités normalement suffisantes pour pouvoir marquer, je pense, au moins une bonne petite dizaine de buts chaque saison. La mentalité, je pars sur offensif parce que je veux que mes joueurs prennent des risques. Alors, bien sûr, hein, c'est extrêmement risqué quand on manque de qualité, mais voilà, quitte à perdre des ballons et à prendre des buts, j'ai envie d'amener de l'allant offensif et que mes joueurs puissent prendre des risques à la fois dans les courses, les passes, mais aussi les tirs, pour mettre en difficulté les joueurs de l'équipe adverse. Au niveau des consignes individuelles avec le ballon, même si on a un jeu qui est plutôt basé sur un jeu axial, je demande de la largeur. Je veux un jeu qui soit quand même plutôt assez écarté au niveau du terrain pour favoriser justement des schémas de passe qui soient un petit peu différents et ne pas être concentré et enfermé dans un système extrêmement rigide et trop axial. On va demander aux latéraux de centrer de loin. J'ai pas envie qu'ils montent trop sur le terrain, qu'ils s'approchent près de la ligne de corner, parce que si on perd la balle derrière, c'est vraiment la catastrophe. J'ai pas de joueurs assez bons pour pouvoir compenser leur montée régulière. Donc on va essayer de les limiter, de les brider un peu dans le déplacement offensif en demandant des centres un petit peu après la ligne médiane du terrain pour
centrer et pouvoir se replacer, d'ailleurs si on en a besoin. Une équipe qui joue le maintien se doit d'être bonne sur coup de pied arrêté. On va donc favoriser justement l'obtention des coups de pied arrêtés. On va prendre la défense de vitesse et on va demander un jeu plus discipliné. On va éviter les dribbles de trop, les passes un peu trop risqué et surtout, on va également éviter le dépassement de fonction et des déplacements qui seront parfois aléatoires. Alors, ça va un peu à l'encontre de la consigne de la mentalité qui est offensive, mais voilà, je veux que mes joueurs prennent des risques, je vais quand même essayer de les limiter avec cette consigne. En tout cas, on verra bien si on a des résultats intéressants avec cette mise en place tactique. En transition, je ne demande pas de contre-pressing, je veux que mes joueurs soient libres de faire leur propre choix, à savoir se replacer ou bien essayer de faire un petit pressing à la perte de balle. Par contre, dès qu'on va récupérer la balle, on va devoir contrer, on va relancer vite et on fera des relances courtes au pied vers les défenseurs situés devant mon gardien libéraux. Et enfin, sans le ballon, un bloc plutôt bas, aussi bien sur la ligne d'attaque que sur la ligne défensive. Je veux pouvoir attirer au maximum l'équipe adverse afin de pouvoir la prendre en contre et les prendre pas surprise lors de phases qui seront extrêmement verticales. J'ai passé là encore également beaucoup de temps au niveau de la partie staff, notamment au niveau de l'entraînement. J'avais des préparateurs qui étaient très mauvais, qui étaient là au club, je pense, depuis longtemps, mais qui n'avaient pas augmenté leurs compétences. Et donc j'ai choisi tout simplement de les virer, de les remplacer par du staff qui avait des capacités différentes, une envie très importante. Ça va me permettre de faire progresser mes joueurs et surtout eh bien, d'amener une dynamique positive lors de différents ateliers. Pour la partie recrutement, là encore, j'ai fait un choix extrêmement fort. J'ai priorisé du recrutement sur des recruteurs italiens, suisses et autrichiens, de façon à faire naître un petit réseau autour du club du FC Sud-Tyrol. Et pour la partie médicale, bien sûr, j'ai renforcé avec différents kinés, différents médecins, enfin différents chercheurs en sciences du sport, pour améliorer mon staff de la meilleure des façons possibles. Au niveau de l'entraînement, les préparateurs, c'est quand même beaucoup mieux. Bon, on est loin d'un top club européen, bien sûr, mais au moins, on est sur une charge de travail qui est plutôt moyenne et légère. Ça permet de pouvoir travailler sereinement et d'apporter, bien sûr, de la compétence et un niveau assez important à mes joueurs pour leur préparation et leur progression. Le début du championnat est quand même globalement, mais c'est normal, assez compliqué. Beaucoup de défaites, mais aussi quelques victoires intéressantes entre les équipes qui vont certainement lutter avec nous pour le maintien. L'objectif est clair, cette année, c'est d'aller accrocher au moins une place à peu près entre la 13e et la 15e place pour au moins assurer une place en prochain dans l'élite du football italien. Mais pour ça, le chemin sera long, compliqué, et on va tout de suite décrypter ensemble les matchs qu'on a disputés pour cette nouvelle saison jusque fin octobre. Pour le premier match de la saison, nous affrontions l'équipe de Torino à la maison devant nos supporters. On avait quand même 5340 courageux qui sont venus encourager le club rouge et blanc. La rencontre avait parfaitement débuté, plutôt globalement bien maîtrisée. On a mené 2-0 assez vite grâce à des buts de Casiraghi et de James Lea Siliki, malheureusement. Après le retour du vestiaire, les murs ont dû trembler du côté du club du Torino, puisque les joueurs sont revenus avec une attention qui était totalement différente. Et on a pris 4 buts. Brian Bayeye, Antonio Sanabria, et Che Adams ont été vraiment les bourreaux de mon club en deuxième période. Ils ont parfaitement su redresser la barre, une tactique plutôt audacieuse, un 3-3-2-2, donc on ne voit pas forcément très régulièrement. En tout cas, on a pris vraiment la sauce. J'étais extrêmement déçu de cette première rencontre. Mais en tout cas, c'est globalement, je pense, normal. C'est l'apprentissage du championnat. Au niveau de la carte de chaleur, vous allez voir que la tactique est de notre côté, en tout cas, trop dispersée. C'est trop disparate. Il n'y a pas assez de jeu dans l'axe du terrain. Vous voyez, on a des joueurs qui sont un peu éparpillés partout et même qui se marchent dessus. Ça, c'est le placement qui n'est pas encore suffisant. De leur côté, par contre, c'était extrêmement bien réalisé. En tout cas, une défaite totalement logique et entièrement méritée pour le club du Torino. Contre le Genoa ensuite, à une équipe qui est bien sûr habituée à la Serie A depuis maintenant plusieurs années, on a été dominé par un 4-4-2 avec notamment l'ancien joueur de l'OM, Malinowski, qui a été vraiment très très bon. Il a marqué un but absolument fabuleux, un coup de fusil terrible. Et d'ailleurs, on va voir les buts tout de suite de la rencontre. Le premier but est l'œuvre de Malinowski d'une frappe, comme je vous l'ai dit, très puissante. Il prend la balle, avance à 25 mètres et envoie un véritable boulet de canon dans le petit filet opposé du gardien Lino Casten. Et ensuite, c'est sur une action conclue sur un très bon mouvement collectif et un excellent contrôle de Mulattieri qui vient parfaitement tirer sur une frappe contrée par mon défenseur. Et en fin de rencontre, on va prendre un but par un joueur qui porte bien son nom. C'est Frendrup qui transmet la balle à Ederson qui passe pour fini. La rencontre est finie
3-0. Belle défaite. Contre l'Elias Vérone, on réussit à prendre nos premiers 3 points de la saison. Une rencontre qui était globalement bien maîtrisée. On a eu de très nombreuses occasions. Collectivement et tactiquement, on a été bien meilleurs. La possession est partagée entre deux belles équipes de ballon. On a eu plus d'XG, plus d'occasions. Les joueurs ont été plus réalistes. Et on arrive parfaitement à s'imposer et à prendre nos premiers 3 points. Monique de la Conta était extrêmement contente de voir que comptablement, ça commence à décoller. Ensuite, match contre Salento. 3 buts partout. Eh bien, comme lors de l'ouverture, on a mené 2-0. Malheureusement, on s'est fait rattraper en fin de rencontre. On a du mal. On a vraiment des difficultés à tenir le score. En tout cas, les joueurs offensifs des deux côtés ont brillé. D'un côté, Kristovic et Rebic ont eu de très bonnes notes. Et par chez nous, Matteo Rover et Casiraghi ont brillé. Donc vraiment, un duel de joueurs offensifs dans cette rencontre extrêmement accrochée et très spectaculaire pour les spectateurs. Contre la Fiorentina, bon, clairement, hein, c'est vraiment trop fort pour nous. Mais pourtant, alors peut-être, on a réussi une performance assez intéressante, puisqu'on a encaissé le premier but à la 74e minute de jeu, et derrière, on vient égaliser tout de suite. Et là, je me suis dit, on a peut-être une chance de réaliser un résultat positif, au moins un match nul. Mais malheureusement pour nous d'ailleurs, devant un pressing extrêmement intense de la Viola, un 4-4-2 très bien organisé, on a encaissé 2 buts par McTominay et par Moiskin, qui a réduit à néant nos espoirs de prendre des points dans cette rencontre. Ensuite, on vient remporter un match crucial contre Cagliari, une victoire à l'extérieur, la première de la saison. Une victoire 1-0, un but du joueur slovène Domen sur une très belle frappe lointaine. D'ailleurs, il a été élu homme du match. On a eu la possession contre une équipe qui, pourtant, jouait à la maison. 61% pour nous. Ils ont joué, eux, un jeu extrêmement vertical et attentiste. Par contre, on a eu une très bonne défense, des joueurs qui ont brillé, notamment la ligne de 4 derrière et Dolmen qui finit avec une très bonne note devant. Offensivement, on a encore un petit peu de mal. On cherche des idées, on n'arrive pas vraiment à se développer. En tout cas, on prend quelques petits points par-ci par-là et ça, c'est extrêmement encourageant au niveau du classement. Le 5 octobre, on a affronté l'équipe de Côme et la terrible désillusion à la maison devant nos supporters. On a été totalement ridicule, on a été très mauvais. On a perdu contre l'équipe d'Antonio Candreva. Je ne savais même pas qu'il jouait encore au football. Et pourtant, il a été, lui, très bon. Enfin, comme une équipe qui a quand même des joueurs de qualité. Hein. Bellotti, Candreva, Maxence Cacré, Docena, Sergi Roberto. Ça paye pas de mine, mais ça a de l'expérience. Et en tout cas, ça a payé parce que, clairement, ils ont été vraiment très bons, très réalistes. On aurait dû marquer au moins un but, hein, franchement. 10 tirs, 3 cadrés, 1,74 d'XG, même plus que. Par contre, devant, on n'a trouvé absolument aucune solution. Casiraghi finit à 6, Adrien Hunou à 6-1. Enfin, une rencontre vraiment oubliée parce que je pense qu'on n'aurait vraiment pas pu faire mieux, tant les forces étaient du côté de l'équipe de Com. L'équipe de Bologne a pris la sauce à la maison devant Alto Adige. Les buts ont été marqués par Casiraghi, Hunou et par Mercage. On a été très très bon dans la rencontre. Je pense qu'on aurait mérité des notes plus importantes au niveau de la partie défensive parce qu'on a quand même subi pas mal d'occasions et on a su parfaitement résister. La tactique utilisée a été le fameux 4-1-2-1-2, donc j'ai montré en préambule de la vidéo la tactique. Ça commence à porter ses fruits, les joueurs commencent à se trouver de mieux en mieux. C'est très intéressant au niveau du collectif et il faut vraiment que ça continue comme ça. Allez, on va voir maintenant les buts de la rencontre. Le premier est un magnifique coup franc de Casiraghi dans la lucarne opposée. Un ballon qui vient nettoyer la toile d'araignée. L'égalisation intervient sur un corner et le but du joueur italien Orsolini sur une très belle tête piquée. Et en fin de rencontre, Bartesegui va débouler côté gauche, centré à terre, le ballon passe et c'est Adrien Hunou qui vient marquer son but dans cette rencontre. Et en toute fin de rencontre, à la 90e minute de jeu, encore une fois, le joueur prêté par Milan qui vient s'infiltrer centré très haut pour le but de Mercage sur un duel aérien. On finit le parcours du mois d'octobre par 2 défaites. La première contre la Lazio, 2-1 à la maison avec un but à la 90e de Carboni qui fait beaucoup de mal au moral. Et une défaite contre l'AC Milan. Franchement, j'ai été extrêmement déçu parce qu'on a subi, on a été extrêmement dominé, mais on a plié uniquement à la 83e minute de jeu. Et là, franchement, c'est frustrant de ne pas rapporter au moins un point là-bas. Les joueurs milanais sont dans une phase qui est extrêmement compliquée. Ils sont 7e ou 8e. J'espérais au moins accrocher un meilleur résultat. Bon, peut-être une défaite, mais peut-être pas 2-0. Mais en tout cas, j'ai vraiment espéré pendant
tout le match, revenir au moins avec un point de San Siro. Malheureusement, en fin de match, on a craqué et on repart de là-bas la queue entre les jambes. En ce qui concerne le classement, nous sommes actuellement 14e avec 3 points d'avance devant le premier relégable, à savoir l'Hélias Vérone. C'est plutôt pas mal, mais attention parce que pour le moment, on n'a pas encore joué les grosses écuries du championnat et les matchs qui arrivent vont être extrêmement compliqués. Au mois de novembre, on va affronter Naples et l'Atalanta qui sont respectivement premier et 7e, et ensuite on va avoir un enchaînement de matchs très compliqués: Sassuolo, la Roma, l'Inter Milan, la Juve, avec aussi en ligne de mire le match contre l'Hélias Vérone, qui sera peut-être déjà un tournant dans un maintien qui est pour l'instant envisageable. En tout cas, la série ici me fait vraiment extrêmement peur. Je ne sais pas comment on va faire, je ne sais pas si on va prendre des points, mais en tout cas, on va tout donner pour essayer au moins de réaliser des performances à la hauteur des espérances de nos supporters et de nos dirigeants. Le problème, c'est que tactiquement, j'ai énormément de mal à réussir à marquer des buts. Je ne sais pas ce qui se passe devant. On était parti au début sur un format qui était plutôt comme ceci, le fameux 4-3-2-1, un peu en sapin de Noël à la mode Ancelotti, d'accord, comme ceci. Malheureusement, Unou, qui était en pointe devant, est un attaquant qui, je pense, est à l'aise uniquement avec 2 buteurs devant pour pouvoir combiner et performer. Et là, ça n'allait pas du tout. Ensuite, j'ai tenté autre chose. J'ai mis Unou en pointe devant avec ici un format plutôt original, un 4-2-2-2, mais vraiment central, comme ça. Hop. Là encore, pas de bon résultat, ça ne fonctionnait pas. Et je me suis du coup lancé sur le fameux 4-1-2-1-2 Diamant Excel, avec lequel pour l'instant j'ai des résultats qui sont plutôt encourageants, mais je ne suis pas entièrement satisfait. Je pense qu'avec les joueurs qu'on a, on devrait faire mieux. Pourtant, la dynamique de groupe est relativement intéressante. On est plutôt pas mal au niveau du soutien pour l'entraîneur. L'atmosphère au club est plutôt bonne. La cohésion de l'équipe est également plutôt intéressante. Tout se passe globalement bien. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit la tactique n'est pas encore assimilée à 100% comme on peut le voir et les joueurs ont vraiment du mal au niveau notamment des rôles et des tâches. Ce n'est pas forcément leur rôle préférentiel et du coup, ça a un impact sur leur performance. Soit tout simplement, mes joueurs ne sont pas assez bons pour le championnat, ce que je peux tout à fait entendre et comprendre. Tant la série est un championnat qui est extrêmement physique, tactique, mais aussi technique. En tout cas, il y a encore beaucoup de choses à faire. On fait tout de suite un petit bilan global avec les performances des joueurs. Et après, ça sera tout pour aujourd'hui. Le meilleur joueur pour l'instant de la saison, c'est Matteo Rover avec une note de 7,05. Donc autant vous dire que les performances individuelles sont vraiment très faibles. Parce que normalement, on devrait s'approcher pour des performances intéressantes un petit peu plus au niveau de 7. Bon, voilà, on vient de monter, c'est parfois un peu compliqué. On peut comprendre que les joueurs aient des difficultés à élever leur niveau de jeu, mais ça reste globalement pour moi assez insuffisant. Au niveau des buts, le meilleur buteur du club, c'est Daniele Casiraghi, notre numéro 10, un 32 ans qui est extrêmement bon. Par contre, aucune passe D, mais il marque des buts, donc c'est le principal. 2 fois homme du match. Et d'ailleurs, on retrouve Matteo Rover avec 3 buts et 3 passes D, ce qui est plutôt intéressant. Vous voyez, hein, sur 10 matchs, on marque vraiment très peu de buts. Hein. On a marqué en tout quasiment 10 buts. 3 et 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11. On a marqué 11 buts, soit quasiment une moyenne d'un petit peu plus d'un but par match. Voilà, clairement, offensivement, c'est pas suffisant. Défensivement, c'est un peu compliqué. Notre gardien, Lino Casten, prend quand même beaucoup de buts. Déjà 22 buts encaissés en 10 matchs, ce qui est quand même une performance qui est, à mon avis, pas encore suffisante. Mais le gros point négatif, c'est la défense centrale qui vraiment est très mauvaise. Des joueurs qui me semblent pas vraiment complémentaires, qui ont du mal à trouver ensemble de l'automatisme. Autant Andrea Giorgini est globalement sur le papier plutôt bon, il progresse, mais en termes de performance, on est très mauvais. Hein. On est à 6,64 pour un joueur qui a une réputation nationale, qui a 23 ans, qui devrait progresser, faire mieux. Là, je suis extrêmement déçu. Et à côté de lui, Cobal, quant à lui, ils ont vraiment du mal à jouer ensemble. Et c'est très compliqué. Quand la défense centrale est en difficulté, forcément, on prend des buts. Et typiquement, là, c'est ce qui se passe. C'est qu'on a vraiment un gros point noir ici. Donc, il faut réfléchir au niveau du mercato pour renforcer un secteur qui est en difficulté, parce que si on continue comme ça, on va vers de très très grosses désillusions, je pense. On se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo et la partie 2 de notre première saison en Serie A. On fera bien sûr un focus extrêmement intéressant et important sur le recrutement, parce qu'on va forcément devoir investir un peu d'argent pour renforcer notre défense centrale. On fera bien sûr l'inévitable point au niveau des résultats, et puis on verra comment ça se passe. Mais normalement, si on continue comme ça, j'ai bon espoir qu'on puisse maintenir le club. Bon, ça c'est la première chose.
Ensuite, maintenant, comme vous le savez, bien sûr, il ne faut pas hésiter à s'abonner, commenter, liker, partager, c'est hyper important pour le référencement et le développement de la chaîne, notamment au niveau de YouTube, avec des préconisations pour pouvoir venir sur les vidéos. Et vous retrouverez en lien, bien sûr, le lien vers ma chaîne Twitch où je fais des lives, pas tous les soirs, mais de façon très régulière. On peut discuter ensemble du jeu, de la partie que je joue en direct avec vous. Et bien sûr, vous retrouverez tout ce qu'il faut au niveau des différents liens vers Discord pour pouvoir nous rejoindre et venir partager avec nous vos différentes parties. On se retrouve très vite, tout de suite sur le côté de ma vidéo, un petit peu au milieu de l'écran, deux liens directs vers des vidéos de la chaîne pour proposer un contenu un peu différent et pour se retrouver tout de suite. Allez, ciao les gars!